Près d'un quart du territoire français se situe en zone de montagne, principalement au sud et dans l'est du pays. Du Jura aux Pyrénées, des Vosges au Massif central, en passant bien sûr par les Alpes, nous partons à la découverte de ces reliefs, à la rencontre d'hommes et de femmes qui vivent leur passion en altitude. À Odeillo, dans les Pyrénées méditerranéennes, Gilles cherche à apprivoiser et à transformer l'énergie du soleil. Dans le Massif central, Laure cueille les fruits de la nature auvergnate. Le Vercors offre à Théo et à Charlotte un terrain de jeu idéal pour la pratique de la highline. En Vanoise, dans son chalet d'alpage, Gaël défend l'agriculture de montagne. Boris le Jurassien est par monts et par vaux en quête des paysages sonores. Enfin, à Bussang dans les Vosges, Vincent nous ouvre les portes du Théâtre du Peuple. Première étape de notre voyage, la chaîne des Pyrénées, frontière naturelle entre la France et l'Espagne. À quelques kilomètres de l'océan Atlantique, les Pyrénées s'élèvent modestement. Aux portes du parc national, elles se font rudes et majestueuses. Sous des cieux très purs, l'Observatoire astronomique du Pic du Midi s'y consacre à l'étude du magnétisme des étoiles. Mais il n'y a pas qu'au Pic du Midi qu'on a le regard tourné vers le ciel. Au bout de la chaîne pyrénéenne, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan, Gilles Flamand, chercheur au CNRS, a trouvé il y a 30 ans son petit paradis. J'ai une relation très particulière avec la montagne parce que je sais que c'est un lieu dans lequel je me sens bien et que c'est là que je m'épanouis. Donc c'est vrai que trouver en même temps un travail à la montagne et dans le solaire, c'était absolument l'endroit et le travail rêvé, donc je ne pouvais pas espérer mieux. La région de Fontmeux, donc ça s'appelle la Cerdagne, la Cerdagne française. C'est très particulier parce que c'est une région qui est sur le bout est donc, de la chaîne des Pyrénées et donc qui est influencée, très influencée par la Méditerranée, par le climat méditerranéen, mais en même temps on est en montagne. Donc c'est un climat méditerranéen en montagne. Donc c'est très particulier, c'est surtout un climat sec, donc caractérisé par un rayonnement solaire très intense. Puisque comme on est en altitude et qu'il y a l'influence de la tramontane qui balaye les nuages, eh bien il y a un rayonnement solaire direct, donc c'est-à-dire qui n'est pas perturbé par les nuages, qui n'est pas diffusé par la vapeur d'eau, etc., qui est exceptionnel. Dans cet environnement idéal, à 1500 mètres d'altitude, se dresse le grand four solaire d'Odeillo, le plus puissant au monde. Il abrite depuis plusieurs décennies un important laboratoire de recherche baptisé Promesse, dont Gilles est le directeur. Le four solaire a été imaginé et créé, on peut dire comme ça, par Félix Trombe, donc, qui est un chimiste qui, au départ, pensait utiliser l'énergie solaire pour faire de la séparation des éléments à partir des minerais. Et donc, il est venu en Cerdagne, à Montlouis. Le premier four solaire de Cerdagne, ça a été Montlouis, qui fait environ 50 kW. Et puis ensuite, donc, il a pensé que ce n'était pas suffisant parce qu'il avait une idée de développer l'énergie solaire à grande échelle, donc pour faire des opérations quasiment industrielles, mais toujours dans le domaine de la préparation des matériaux. Et donc, le projet du four solaire est né vraiment au début des années 60. Le four a été achevé au début des années 70. En plein choc pétrolier. Il connut alors 10 années d'intenses recherches, centrées sur la conversion de l'énergie solaire en électricité. Une vocation momentanément mise entre parenthèses, puis réactivée au début des années 2000. Le four reste un haut lieu expérimental, unique par ses dimensions et son fonctionnement. Donc là, les héliostats, ce sont des miroirs plans, se mettent en position pour faire le suivi du soleil. Donc leur rôle, c'est donc de réfléchir le rayonnement solaire toute la journée vers la parabole. Et la parabole, elle, a pour rôle de concentrer le rayonnement vers la zone expérimentale qu'on appelle le foyer. Donc tous les faisceaux de rayonnement solaire vont aller se diriger vers le foyer. Et à ce niveau-là, donc, on a une très forte concentration. Donc on multiplie le soleil en fait dans la zone focale, puisque si on a un soleil au niveau des miroirs, on a à peu près 10 000 soleils au niveau du foyer. Mais bon, en fonction du type d'expérience que l'on fait, on sélectionne la zone utile au fond de ce champ d'héliostat que l'on va utiliser pour avoir plus ou moins de puissance
au foyer, ou plus ou moins de densité, ce qu'on appelle la densité d'énergie, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la multiplication des soleils. C'est-à-dire que là, si on va avoir, je sais pas, 5000 soleils, eh bien, on va utiliser moins d'héliostats que pour une expérience qu'on aura besoin de 10 000. Focalisée en un unique point de convergence, la puissance des milliers de soleils réfléchis par les héliostats va être à présent utilisée dans la tour du foyer, où se déroule une expérience lumineuse. Pour vérifier cette concentration, parce qu'on fait des réglages un peu différents en fonction des expériences qui vont suivre, eh bien on fait la mesure du nombre de soleils qu'on a multiplié par les héliostats et la parabole. Le but de ces mesures, c'est d'avoir un nombre de soleils dans ce rectangle égal environ à 2000 et sur la totalité de la surface du rectangle. Donc en fait, il faut, en modifiant la position des héliostats, il faut que toute cette zone-là soit éclairée de la même façon, avec une densité d'énergie de l'ordre de 2000. De nombreuses autres expériences sont menées au sein du four solaire sur la résistance des matériaux ou encore la production de combustible de synthèse. Et le laboratoire de Gilles a plus d'un tour dans son sac. Certaines expériences menées à Odeillo peuvent être ensuite testées à grande échelle, à quelques kilomètres à peine du four, sur le site de l'ancienne centrale solaire Thémis. Une centrale pionnière, construite au début des années 80 pour produire de l'électricité, mais hélas, fermée trop rapidement. Cette technologie, qui était une technologie française, a été reprise maintenant à peu près presque 20 ans plus tard, disons, 25 ans plus tard, dans les nouvelles générations de centrales solaires. Donc on a été, je dirais, peut-être trop en avance, et malheureusement, on a arrêté le développement de cette technologie. Et maintenant, il y a de très grandes centrales qui font, pour vous donner une idée, la centrale qui va être mise en fonctionnement aux États-Unis, elle fera 110 MW, c'est-à-dire qu'elle fera une puissance d'environ 50 fois Thémis. Au pays du nucléaire, les infrastructures solaires des Pyrénées ont leurs détracteurs. Sans la ténacité de Gilles, elles auraient bien failli disparaître. Je suis un battant, c'est-à-dire que je suis motivé par la bagarre pour mes idées, mes convictions. J'ai contribué à ce que ces outils se maintiennent en France et que la recherche se développe, parce que j'ai la conviction intime que c'est une technologie d'avenir et que ça serait un crime de ne pas le faire. Notre deuxième étape nous emmène à la découverte du Massif central, et plus précisément de l'Auvergne. Le Massif central est souvent surnommé le château d'eau de la France, berceau d'innombrables sources et rivières. Il est aussi la montagne volcanique par excellence, à l'image des monts du Cantal, dont les superbes reliefs accrochent une végétation omniprésente. La richesse de ce sous-sol magmatique a en effet engendré une nature généreuse, aux formes et aux couleurs toujours changeantes. Au sud du Puy-de-Dôme, entre le massif du Sancy et le plateau du Césalier, le petit village du Val-Belay se niche au creux d'une couze, une vallée typiquement auvergnate. C'est difficile à expliquer en fait pourquoi on est passionné par quelque chose. Ça vient des tripes, alors ça s'explique pas. C'est comme ça, c'est physique, on aime, on pourrait pas s'en passer. C'est ma drogue, moi, la cueillette. Laure Bartomeuf, cueilleuse de son métier, n'a pas toujours à aller bien loin pour trouver ce dont elle a besoin. Avec de quoi faire. Alors, là, je suis chez la commune. donc, je suis en partie chez moi, puisque c'est juste en face de la maison. Le sureau, c'est le genre de plante
vraiment qui n'est pas compliqué à trouver. Ce qui est long sur le sureau, c'est vraiment le travail après. Quand c'est bien mûr, il y a l'avantage aussi que ça s'égrappe mieux. Et du coup, on gagne du temps. Il y a ça aussi. Hein. Il faut savoir qu'une heure de ramassage, derrière, vous avez 4 ou 5 heures d'égrappage. Quelques mètres, et c'est une récolte de feuilles de frêne qui s'offre alors. C'est de la belle feuille de frêne. C'est une plante qu'on utilise en tisane pour soulager tout ce qui est arthrose et rhumatisme. Il faut attendre le mois d'août pour la ramasser. La feuille est devenue plus épaisse et le bourgeon pour l'année prochaine s'est formé. C'est-à-dire que là, je peux ramasser la feuille sans risquer d'abîmer le rameau et la pousse de l'année prochaine. Et moi, la feuille va mieux sécher et elle va mieux garder sa couleur verte. Moi, mon but, c'est qu'au bout d'1 an ou 2 ans maximum, on ne voit pas que je sois passée. Quand je cueille, quand je suis dehors, je suis bien. Pour être rentable, parce que le but c'est quand même de gagner sa vie, c'est de cueillir avec les 2 mains. Si je cueillais qu'à une main, j'irais 2 fois moins vite. Au départ, il faut se faire violence. Hein. La jeune cueilleuse s'est installée il y a 4 ans au Val-Belay, d'où elle rayonne pour trouver de quoi confectionner ses tisanes, pommades, confitures et autres produits à base de plantes, en toute simplicité. Tout ce que je vends, c'est vraiment, ça vient de la nature, c'est ce que la nature offre à tout le monde. À moi, parce que je le ramasse, mais à tous, à qui veut se donner la peine de ramasser. Je reste sur des plantes simples. Je ne suis pas herboriste, je ne suis pas botaniste. J'essaye juste de transformer les plantes que je trouve autour de chez moi et de soigner les petits bobos de tous les jours avec ces petites plantes. Ça ne sert à rien de ramasser des plantes si vous ne pouvez pas les sécher. C'est l'essentiel, c'est vraiment c'est comme ça qu'on les conserve. Donc il faut vraiment un séchage performant et il faut vraiment qu'elle garde toute sa couleur. Là, non seulement elle croustille, mais elle est verte. Le calendula, le vert est resté vert et l'orange est exactement la même couleur que quand il était frais. Il s'est juste un petit peu refermé. Et là, ça va se conserver. Et non seulement ça se conserve dans le temps, mais là, j'ai conservé aussi les principes actifs de la plante. Le calendula, c'est pas une plante qu'on trouve dans la nature, c'est pour ça que je le cultive. Tout ce que je peux trouver dans la nature, je le cultive pas. Là, c'est vraiment c'est une plante qu'on peut trouver, en fait, qui vient plutôt du sud de la France. Parfois, on peut chercher une plante pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça m'est arrivé de chercher une plante qui était un petit peu rare et de ne pas la trouver. Le fait de la cultiver, on est sûr de sa récolte. Donc ça a aussi ses inconvénients, la cueillette. Mais le jour où il grêle sur vos cultures, c'est fichu. Alors que la cueillette, on fait 20 km et on est tranquille. La montagne reste un endroit qui est vraiment assez préservé par le fait qu'il y a peu d'habitants. Ici, on est surtout une région d'élevage, donc il y a très peu de pesticides. On n'est pas dans des zones de culture, de grande culture. Cueillir, c'est avant tout conduire. Laure passe en effet une grande partie de son temps à sillonner les environs en quête des bons coins. Donc là, le Val-Belay à 800 mètres et on va passer à 1100 mètres. Et en fait, au fur et à mesure qu'on monte, on a une diversité de plantes qui change complètement. On va passer de zones plus fruitières à une zone vraiment plutôt montagne et voire haute montagne, parce que sur les plateaux, on trouve des plantes un petit peu les mêmes que dans les Alpes. Alors
En quelques minutes de voiture, on a vraiment accès à des plantes très très variées. Là où j'aime le mieux aller, c'est les friches. Déjà, je suis sûre qu'il n'y a pas de produits de traitement, hein, parce que ça fait... Il n'y a plus personne qui rentre dedans. Et je suis sûre d'embêter personne, en fait. C'est vraiment des coins où je sais en plus... Puis, je suis un petit peu sauvage, donc j'aime bien être tranquille. Et je sais que je ne serai pas dérangée. Comme très souvent, j'ai trouvé ce site d'épilobe en cherchant autre chose. J'étais venue ramasser du bourgeon de framboisier. Et au printemps, j'ai vu qu'il y avait plein de petites pousses d'épilobe. Et du coup, je sais que l'été, je pourrais revenir. Souvent, en cherchant une plante, on en trouve une autre. On ne perd jamais notre temps. En dehors des friches, dans les propriétés privées, Laure a ses règles de conduite pour la cueillette. Je suis souvent chez des gens, donc je ne vais pas aller abîmer ou leur clôture ou leurs arbres. Là, dans ces cas-là, je demande l'autorisation du propriétaire. Je ne me permets pas de ramasser des choses qui pourraient avoir une valeur pour certains. C'est un métier difficile dans le sens où il faut de la volonté. Il y a beaucoup de gens à qui la cueillette ça plaît, mais au final, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent le coup, on va dire, qui restent installés. On travaille seul, dans la nature. Aujourd'hui, il fait beau, mais c'est souvent qu'il pleut, qu'il fait froid. C'est pas tous les jours tout rose. Quand on croise sur les chemins et que je ramasse des mûres sous le soleil, c'est sûr, ça donne envie. Mais parfois, il faut rester baissé 12 heures par jour, geler les pieds dans la neige, à ramasser des bourgeons. C'est pas tous les jours tout rose, quoi. Mais il faut absolument, il faut s'y tenir. Si je travaille bien cet hiver, pour la saison d'été prochaine, j'aurai une petite boutique en fait. Une petite boutique de vente à la ferme. C'est un bon exemple comme quoi les campagnes ça peut revivre parce que il n'y a plus de commerce depuis maintenant de nombreuses années au Val-Belay. Il reste un petit point poste et l'école. Et un commerce va se rouvrir. Donc voilà, tout peut arriver, même au fond des campagnes en pleine montagne. Nous partons à présent pour le massif des Alpes, entre Vercors et Vadoise. Les Alpes se caractérisent par l'existence d'un premier ensemble de massifs calcaires de moyenne altitude, les Préalpes, aux reliefs souvent torturés et aux paysages exceptionnels. L'un d'eux, le Vercors, offre des escarpements vertigineux où Théo, Charlotte et les autres viennent tendre leur ligne de vie. Le plateau du Vercors, c'est un super plateau juste à côté de Grenoble. C'est un immense terrain de jeu, très varié. On peut y faire toutes sortes d'activités de pleine nature. C'est magnifique. On a plein de points de vue différents. Et puis surtout, c'est un espace de liberté. Ça veut dire qu'on est loin de la ville, comme tout autre espace naturel. Et on se sent vraiment mieux ici. On n'est pas fini. Il a eu comme ça dans la structure. Là, on est juste au-dessus de Lens. On vient de partir de la station de Lens-en-Vercors, station ski. Et on monte sur le plateau. Et là, on aura une vue dantesque. Si, les nuages ne bloquent pas la vue. Ce qui n'est pas dit, vu quand on est monté, la purée de poids qu'il y avait là-haut. Là, de toute façon, on est parti. Donc, une fois qu'on est parti, on va y aller, on verra bien là-haut. Mais tant qu'il n'y a pas d'orage, on peut pratiquer. Après, ça sera plus difficile. Puis là, il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, donc on y va entre potes. Il y en a qu'on n'a jamais fait, donc on va devoir les briefer sur plein de trucs. Et c'est nickel, c'est parfait. La highline, une pratique née dans les années 80 en Californie, exige l'installation d'un matériel plutôt sophistiqué. Là, j'ai ma longe, ça va me servir à me sécuriser. Dans le langage, dans le jargon, on dit se vacher.
Ça, c'est un bloqueur ou un descendeur. Quand on tire sur la poignée, on descend. Quand on la lâche, on est bloqué. Voilà la poulie. Le couteau, si jamais il faut sortir quelqu'un rapidement ou pour couper la tranche de sauce. Ça, c'est une poulie plate, c'est pour se déplacer sur la sangle. Et ça, c'est un bout de cordelette, il y en a toujours besoin. C'est le ficellou dans le jargon. Donc, première étape, on va installer un rappel. On va descendre sur notre corde. On va mettre nos amarrages. Donc, on va utiliser ça. On va trianguler pour avoir bien répartir les efforts dans les amarrages. Ensuite, on va passer la sangle, donc autour des falaises. On va l'accrocher. Et puis, après, on tend. Et puis après, on peut y aller. Ok. C'est bon. Ok. Voilà. T'inquiète, t'es pendu. Sous les pieds du highliner débutant, 350 mètres de vide. Tout va bien, Mathieu? Ouais. Donc je te mets, attends, je te mets le delta, la sangle dedans à chaque split, c'est ça? Ouais. Et tu mets le côté fin, côté split. Ouais. T'as l'air tendu quand même, là. Oh, bah tu sais, au-dessus du vide, tu veux un peu d'appréhension. Tu prends ton temps. Surtout, tu fais rien tomber. Et puis moi, je vais de l'autre côté et je viens vérifier après. Ok, ça va. Et ben là, je suis en train de construire les amarrages. Donc pour ça, je fais ce qu'on appelle une triangulation. Donc je répartis les efforts. On va mettre sur la sangle et sur la corde qu'il y a dessous en 2 points. Et comme ça, on est bien sécu. Ah. Hop, j'en ai une. Théo Sanson détient plusieurs records mondiaux en highline. Dans son club, l'apprentissage des règles de sécurité est fondamental. Ok. Et ben là, je vais vérifier ce qu'a fait Mathieu. Je vais finir et on va tendre. D'ailleurs, Mathieu, si tu veux, tu t'allonges là, comme ça, tu vois ce que je fais. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour contrôler derrière soi au début. 1, 2, 3. Il y a besoin d'avoir une cohésion de groupe, ne serait-ce que pour se rassurer. Et puis simplement parce que c'est agréable d'être avec ses potes. Mais d'un point de vue sécurité, il faut pouvoir vérifier les choses plusieurs fois, se rassurer. Quand on est tout seul, on fait des bêtises. La pulsation des cordes battues par le vent commence à résonner aux oreilles de Charlotte, dont le cœur commence, lui, à battre la chamade. Le fait que ça fasse du bruit, c'est que le matériel est vivant, non? Ça doit être bon signe. Non, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant, non. Mais c'est pas grave. Je débute. Qu'est-ce qui me plaît, c'est l'adrénaline qui est assez folle, quoi. Je me prépare, j'enlève un peu des couches parce que je sais que je vais avoir très chaud une fois que je serai en bas. Et je vais enlever le bonnet parce que je peux le perdre. et puis ouais, on va y aller, ouais. Je suis là. Ouais, vas-y, saute. T'es chaud bouillante? Ouais. Tu restes dans mon champ de vision? Ouais, t'inquiète pas, je reste là tout le temps. La première consigne pour pas se faire mal. Ah, c'est de s'écarter du bord. Voilà. Très bien, tu retrouves les sensations là, non? Ouais. Tu te repousses mieux avec tes bras là. Mais il glisse un peu mon pied quand je le mets sur la sangle. Allez, Chacha, fais péter les watts! Allez. Débranche tout. Recule encore un peu. Allez. Allez, t'y vas. Allez. Youhou! Allez, remonte tout de suite. Yes. Non. Putain, j'en chie, hein. Mais pas du tout. Dès que t'as mis ton pied, tu t'es levé direct et t'étais bien. La peur, c'est une notion très importante. Il faut jamais qu'elle disparaisse. Pour arriver à
pas à la dominer, mais à la transcender, je dirais. Et à trouver en soi la force de faire ceci ou faire cela, mais c'est valable en highline ou ailleurs. On a la peur de l'autre, on a la peur de réussir, on a la peur de trouver du travail, on a la peur d'être heureux, on a la peur d'être amoureux, de s'engager. Enfin, voilà quoi. Il y a ce côté thérapeutique qui fait que tu te tiens droit. Tu es très concentré au niveau des yeux, donc il y a une énorme tension dans tout le corps. Et puis quand tu relâches, tu as une sensation de relâchement très profonde. Et puis ouais, c'est une sorte de méditation intense à certains moments. Tu n'es plus toi, et pourtant tu es complètement toi. C'est très étonnant. Tu arrives à percevoir clairement ce qui se passe autour, de manière très intense. Et ta personne, c'est comme si elle disparaissait au profit uniquement de la respiration, des réflexes. Et du bien-être. Et c'est très étonnant comme sensation, c'est très difficile à décrire. Et c'est bien mieux de le vivre que de le décrire ou d'essayer de le comprendre. Nous restons dans les Alpes. Direction cette fois le cœur de la chaîne. Face à l'impressionnante muraille des hauts plateaux du Vercors, l'alpage du Sénépi oppose la rondeur de ses reliefs enherbés. Le massif des Alpes demeure le plus vaste territoire agropastoral de France, avec plus de 600 000 hectares de pâturage. À l'horizon se dessine le massif de l'Oisans, domaine des skieurs et des alpinistes de haut niveau. Au-delà encore, s'ouvrent les portes du parc national de la Vanoise. La zone d'appellation du fromage de Beaufort s'étend jusqu'ici. La première fois que je suis arrivé ici, première fois que j'ai vu les bergers, donc c'était dans le bas de la vallée, tout de suite au départ. Il y avait 30 cm de neige, il y avait 1 mètre de boue autour des vaches, il faisait -10. Je connaissais pas les vaches, enfin je connaissais les vaches comme tout le monde, quoi. Je les voyais dans un pré, mais je connaissais pas grand-chose. À l'agriculture de montagne, j'y connaissais rien. C'était un peu ça qui me faisait peur, et puis en fait tout s'apprend, quoi. Sur l'alpage du Ritor, situé à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Pralognan-la-Vanoise, les journées de Gaël Machet commencent en général vers 3 h du matin. Le jeune patron d'alpage rejoint François, l'un de ses 2 bergers, pour l'aider à traire ses 100 vaches de race Tarine. Avant de commencer, Gaël s'harnache d'une drôle de ceinture. Les Botacus, c'est un tabouret de trayeur en fait. C'est un tabouret avec une ceinture et un seul pied. Et vu qu'on se déplace de vache en vache tout le temps, le tabouret nous suit et c'est bien pratique. Alors là, je tire les premiers jets. Donc ça me permet de contrôler le lait. On s'assure que le lait est parfaitement sain. Et en fait, on déclenche la production de lait à la vache. Donc on va attendre à peu près 1 minute et la vache va libérer l'hormone de production du lait, l'ocytocine, qui va lui faire libérer son lait. On ne fait pas un bon fromage sans un bon lait. Donc il faut connaître les vaches, il faut connaître la façon de traire chaque vache. Même si ça dure 2 h 30, 3 heures, et de la première vache à la dernière vache, il faut être concentré. Et c'est pas évident, mais c'est agréable aussi. Et en fait, c'est notre matière première. Les bergers travaillent toute la journée pour que les vaches produisent du lait. Et c'est le fruit du travail du berger et c'est la matière première du fromager, quoi. Donc pour les bergers, c'est la récompense et pour moi, c'est
c'est la matière première à travailler, à transformer. Allez, viens Venezuela. Allez. Allez, oh. Moi, ça me fait un peu penser à un bateau, en fait. On part pour son jour, on a une équipe. Et il faut qu'on arrive au bout de nos 100 jours, avec nos moments de galère, avec nos moments de joie, avec un peu tout. Et quoi qu'on fasse, qu'importe ce qui nous arrive, les vaches, il faut qu'elles mangent, il faut qu'on les traie. Une fois qu'on a le lait, il faut qu'on en fasse du fromage. Et on doit continuer quoi qu'il arrive, quoi. Donc ça, c'est un tranche caillé. C'est ce qui va nous servir à découper la masse de caillé du chaudron en grains. La grosseur voulue, on peut s'en servir pour faire n'importe quel fromage. On va augmenter la surface d'égouttage en coupant des grains. On va faire beaucoup d'arêtes. Et donc l'eau sortira beaucoup plus facilement du caillé. Pour le moment, je vais doucement parce que le caillé est mou. Si je vais trop vite, je vais exploser les grains. Et après, il va durcir et il faut sentir le grain durcir et accélérer au fur et à mesure. En fait, il faut avoir le feeling. Il faut sentir le grain, son évolution. Il faut avoir du ressenti et ça, c'est pas évident. Pour Gaël et Laurent, l'autre fromager de l'alpage, c'est l'heure cruciale du soutirage. Et voilà, le lait de ce matin. Si en Savoie, on n'avait pas le Beaufort de l'agropastoralisme, il n'y en aurait plus. Il n'y aurait plus d'agriculture, faut être clair. Si moi, je ne valorisais pas mon lait en faisant du Beaufort, je ne pourrais pas gagner ma vie. Et si c'est pour bosser sans gagner sa vie, je veux dire, personne ne peut le faire. Là, on est sur le premier retournement. Donc, on va enlever la toile qui nous a servi à tirer le fromage. Et on va remettre une toile plus petite. Quand tu passes ta main comme ça et que le grain s'effrite, c'est que le grain est bien. La cuisson, il a suffisamment perdu d'eau, il est nickel, quoi. En fin de saison, les caves sont pleines. Près de 300 fromages y patientent. Ils ne seront vendus que l'année prochaine. Ça commence à être un peu la crise du logement, là. Gaël vit sa 15e saison sur l'alpage du Ritor. Et sans doute pas la dernière. La montagne appartient à tout le monde, mais le matin et le soir, en fait, tout le monde s'en va. De 3h à 8h du matin et de 18h à 23h, la montagne, elle est à nous, quoi. Elle est à moi. Et voilà, on est là, on y habite. On a l'impression, ouais, on est chez nous, en fait. Même si on ne l'est pas, moi, je me sens vraiment chez moi ici, quoi.
cap au nord. Nous partons à présent pour le massif du Jura, pays d'eau, de lacs et de forêts profondes. Le massif du Jura possède des qualités acoustiques singulières. En effet, la topographie, faite de combes et de crêtes, formant de véritables amphithéâtres naturels, ajoutés à la résonance du sous-sol calcaire, favorise la propagation des sons. Dans ces paysages sonores, valorisés par le parc naturel du Haut-Jura, Boris Jolivet a trouvé son terrain de jeu. C'est vraiment la passion de la nature qui m'a amené à écouter d'abord. Parce que quand on s'intéresse aux animaux, tout simplement, on est obligé de tendre l'oreille. Parce qu'on finalement, on se rend compte qu'on entend plus de choses qu'on en voit. Et voilà, on est obligé d'écouter, d'identifier tous ces bruits. Mon travail consiste à enregistrer tout ce qui fait du bruit dans la nature. Animaux, éléments, glace, pluie. Donc je travaille, on va commencer par l'édition de CD, documentaires animaliers, muséographie, donc sonoriser des musées sur des thèmes en lien avec la nature. Et puis aussi des présentations de mes sons à un public, parce que ça c'est vraiment important de partager ce que je fais et de faire au final faire écouter ce que j'enregistre. Ce genre d'endroit, c'est bien là pour le lever du jour, écouter un petit peu, avoir une vue d'ensemble. On entend très loin, quoi. Donc ça peut permettre des fois pour par exemple au mois de mars, pour le lynx, on peut avoir en étant sur un endroit comme ça une chance de l'entendre au moment du rut. Voilà, parce qu'on entend vraiment loin et lui porte loin. Au moment des migrations aussi, on peut voir, on peut voir des passages. C'est le point de vue qui permet de repérer un petit peu ce qui se passe sur un bon périmètre. On entendait, je croyais que c'était lointain, je me demandais si c'était pas le vent, mais en fait non, ce sont des hurlements de chiens, donc je pense que ce sont des chiens de traîneau, comme il y a les mushers dans le Jura. Là on entend bien que c'est aussi ça l'intérêt de ce genre de site, c'est que les sons portent bien et on entend de loin. Voilà, donc en fait la parabole, voilà, c'est le principe de la parabole pour capter des ondes pour la télé. Là, c'est pour le son, donc les sons vont se réfléchir dans la parabole et tous se concentrer sur le micro qui est stéréo. Et du coup, voilà, c'est mon zoom un peu. Donc c'est très directif, c'est-à-dire que c'est vraiment utile là pour là, notamment les mésanges noirs qu'on entend depuis tout à l'heure. Je vais la viser. Voilà, il faut vraiment chercher le point et après on a ne plus bouger et là on a une amplification et on se concentre sur ce qu'on veut enregistrer. Voilà, donc là je me cale toujours bien parce que le moindre mouvement de doigt là c'est très sensible hein, et ça s'entend. Il faut que je sois bien calé et plus bouger. J'adore dans mon travail, quand je suis là vraiment, on va dire, en chasse, c'est ce côté où parfois je me sens vraiment animal. Ça me plaît. Je vais être à l'affût, prédateur, prédaté, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et ce côté animal qui, je pense, est là, et en nous. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir accès au bruit de la nature en France, en plaine. En plaine, c'est très très dur parce qu'on a toujours un bruit de fond, une route, une autoroute, les avions, un tracteur, des mobylettes, voilà, où qu'on soit, on a un bruit qui est là. Alors voilà, il reste en France, je dirais, les espaces de montagne où on arrive à avoir des espaces un peu isolés de tout ça. Et encore, on a la contrainte des avions. Il reste toutefois des endroits où Boris est assuré de trouver la quiétude exigée par l'exercice de son métier. Jura, c'est ça aussi. Ce paysage-là fait vraiment partie du Jura parce que voilà, on dit toujours que c'est un gruyère. Voilà, c'est une roche calcaire qui a été creusée, travaillée par l'eau depuis
je ne sais combien de temps, et du coup, voilà, il y a beaucoup de grottes. En ce moment, je suis là pour travailler justement sur l'eau. C'est un documentaire qui va traiter de différentes rivières et qui va partir de la source et passer par des souterrains. Et voilà, donc j'ai besoin de différents sons d'eau. J'en ai déjà pas mal, mais là, ce que je voudrais retravailler un peu plus, c'est vraiment la quadriphonie et le 5.1. Donc enregistré avec 4 ou 5 micros, selon l'intérêt. Voilà. Une belle résonance quand même. Oh! Et mine de rien, on entend là, rien que quand je parle, je trouve que les fréquences qui résonnent les mieux, ce sont les médiums. Bas médium, bas médium. Donc vraiment, ce qui est important dans la prise, c'est vrai que c'est ce que je viens de faire, c'est avant de se poser, c'est de prendre le temps d'écouter, de trouver ce qui nous plaît, et après de bien placer ses micros pour retrouver ce qu'on entend. D'un même lieu, on peut faire plein de choses différentes. Voilà. Parce que comme en photo, il y a des cadres, et selon où on se met, selon la technique qu'on utilise, on n'aura pas le même rendu. Bon, j'enregistre, c'est parti. Quand je suis en écoute et que je cherche quelque chose que je veux avoir, le moment où on sent qu'on l'enregistre, c'est vrai que c'est très agréable. Et du coup, là, j'oublie complètement, j'oublie presque tout. Je suis plus que dans l'écoute, je suis dans une bulle, hein. Retour à l'air libre. Dans les étonnantes gorges de l'abîme, Boris va ferrer quelques sons tumultueux. Ici, c'est l'occasion aussi de pouvoir regarder les marmites de géants. Hein, donc c'est vraiment ça fait des marmites, des grosses marmites creusées par les tourbillons de l'eau et la puissance de l'eau depuis des siècles, qui travaillent la roche. Là, c'est impressionnant. Mais là, on va se régaler pour le son. Là. Celui-là, il me plaît vraiment. Je capte l'eau qui sculpte la roche. Ça va peut-être servir à faire une sculpture sonore. Quand je présente des cinémas pour l'oreille, là c'est un spectacle pour les gens les yeux bandés. Ce genre de choses, c'est très intéressant. On fait monter ce son progressivement jusqu'à presque l'oppression. Et puis après, on repasse sur autre chose. C'est une composition sonore. Il y a un contre-courant là entre les deux veines, on voit bien, derrière la pierre. Et là, je vais essayer d'aller mettre mes deux micros, mes deux hydrophones, pour capter ce bruit de remous toujours, hein, mais là sous l'eau. Voilà. Et c'est une première pour moi là, parce que je vais utiliser deux hydrophones. Donc je vais faire de la stéréo subaquatique. La nature, pour moi, c'est thérapeutique. Ça apaise, ça calme. J'en ai besoin. Ça me détend. C'est là où je me sens bien. Dernière étape de notre parcours montagnard, les Vosges, situées à l'extrême nord-est du territoire. Les Vosges du Sud offrent un paysage de sommets arrondis. Ce sont les fameux ballons. Les Hauts-de-Chaume, ces vastes prairies d'élevage, dénudent joliment leurs sommets. À quelques kilomètres au nord du ballon d'Alsace, dans une petite vallée lorraine, vient se nicher le village de Bussan. Un village presque comme les autres, à une exception près.
J'ai une vraie fierté. Je trouve qu'être directeur du Théâtre du Peuple, c'est pas rien. Parce que c'est un lieu qui est dans l'histoire du théâtre, sans doute celui qui est le plus profondément ancré dans la pensée du théâtre qui, moi, m'intéresse. C'est un théâtre pour les gens. Voilà un peu plus de 2 ans que Vincent Goethals préside à la destinée de l'un des théâtres les plus originaux de France. C'est quand même le théâtre, historiquement, presque le premier théâtre décentralisé de France. Donc, il est connu par son architecture, par les metteurs en scène qui y sont passés. Donc, c'est un petit peu faire partie de l'histoire du théâtre que de parler de Busan. L'ancrage territorial de Busan, il est important. On est aux confins des Vosges, mais finalement, on passe le col de Busan, on est dans l'Alsace et on est à 5 km de la Franche-Comté. Donc on a le pied sur 3 régions. L'impact de ce théâtre sur son territoire qui est vraiment très important. On a près de 40% de notre public qui vient de on va dire, le Grand Est. Après, ça vient de toute la France et même d'Europe. Mais donc, c'est déjà très important. Puis, on a aussi un impact économique qui est très important. C'est-à-dire qu'1 euro de subvention investie au Théâtre du Peuple a amené 4,28 € de répercussions économiques sur le territoire. Le Théâtre du Peuple est né d'une utopie, celle de Maurice Potcher, dramaturge et enfant du pays. Souhaitant créer un théâtre ouvert à tous les publics, il imagine à Busan, dès 1895, un lieu qui ressemble à ses habitants. Un lieu qui a frappé d'emblée Jean-Michel Flagotier, l'administrateur et responsable du bâtiment. Ce théâtre ressemble aux autres constructions, granges ou chalets qu'on trouve dans cette vallée, dans celle d'à côté, tout simplement parce que très vite, quand Maurice Potcher voit que cette première initiative en 1895 de faire du théâtre sur c'est très tôt, la montée sur ce pré, c'était un pré ici, et tout naturellement, l'envie de construire un théâtre naît assez vite, et tout naturellement, on construit ce qu'on sait construire. C'est-à-dire la menuiserie Hans, qui était ami de M. Potcher, propose sans doute, je n'y étais pas, mais de monter une grange comme celle qu'il construisait pour les paysans du coin dans la montagne alentour. Mais l'architecture n'est pas la seule spécificité du théâtre de Busan. La chose quand même la plus importante, c'est ce fameux spectacle de l'après-midi de 15 h qui historiquement existe depuis 118 ans. Et c'est à cause du train, hein, puisqu'à l'époque il y avait le train, c'est une station thermale et les Parisiens venaient à Busan. Et c'est pour ça que l'horaire de 15 h était important, ils reprenaient le train juste après. Depuis les origines, le spectacle de 15 h mêle acteurs professionnels et acteurs amateurs, ce qui est quand même assez rarissime en France. Et ça perdure depuis 118 ans. Donc effectivement, le spectacle de l'après-midi, il y a à peu près 1/3 de professionnels, 2/3 d'amateurs. L'amateur a un manque de disponibilité et finalement de technicité. Et je pense qu'ici à Busan, on se donne le temps d'oser l'exigence, de dire c'est pas parce que ce sont des amateurs qu'on va leur demander moins. Les chemins pour y arriver sont autres, mais l'exigence est la même. Et pour moi, c'est la question du théâtre populaire, elle est là. En termes architectural, c'est quand même un rapport scène-salle très élégant. La scène fait 7% d'inclinaison, de même que le parterre. Ce qui crée, alors je ne suis pas architecte, je ne suis pas scénographe, mais ça crée un rapport de proximité entre la scène et la salle. Et donc on a quand même 850 places dans ce théâtre, et de l'aveu de tous les acteurs qui se sont produits sur cette scène, ceux de cette année puis ceux des années précédentes, ils n'ont jamais l'impression de jouer devant 850 personnes. Et ça, c'est la grande réussite intuitive, je dirais, des gens qui ont construit ce théâtre. Tu es incorrigible. Et lui exagère. Aussi, pourquoi les gens viennent, c'est l'ouverture du fond de scène sur la forêt vosgienne, qui est, alors pour le coup, le seul endroit, je dirais même en Europe, où ça existe. Et on sent bien que les gens viennent aussi pour ce moment-là et que quand ça arrive à un moment du spectacle, il y a un frémissement dans la salle. Les gens attendent ce moment-là et il se passe une chose très étrange et très magique, c'est que d'un seul coup, l'immersion du réel amène énormément de poésie au plateau.
Les gens qui passent à Bussan après, et je parle même des acteurs, pas seulement du public, en parlent en disant souvent c'est le plus beau théâtre de France parce qu'il est effectivement assez étonnant, donc il ne laisse pas indifférent. Sur le spectacle qu'offre la ligne bleue des Vosges, s'achève notre détour au cœur des montagnes françaises.